Les salariés sont aussi des personnes. Dans cette entreprise, avant que l'empathie ne soit mise à régner, le travail était ressenti comme du travail. Le matin, les ouvriers de l'atelier se tenaient à leur poste en attendant le signal. Au son de la sonnerie, ils basculaient les interrupteurs et lançaient les mécaniques. En quelques secondes, le vrombrissement des machines engloutissait le son de leur voix. La journée de labeur avait commencé. Au bout de 2 heures, une autre sonnerie carillonnait, annonçait la pause. Les machines s'arrêtaient et presque tous les travailleurs quittaient leur poste. Certains allaient aux toilettes, d'autres buvaient un café. Et quelques-uns restaient simplement assis devant leur machine, se reposant jusqu'au signal de la reprise du travail. Encore quelques heures et la sonnerie les autoriserait à quitter le bâtiment pour le déjeuner. Ainsi faisait-on depuis toujours. Je ne savais pas qu'on pouvait faire autrement, note Mike Merck, un chef d'équipe à l'épais accent sudiste, qui travaille chez Hassan Sagradianrak depuis 14 ans. Je pense que tout le monde à l'usine vous en dirait autant. Mais le rachat par Bob Chapman de cette entreprise de Caroline du Sud allait amener le changement. Chapman est le PDG d'un groupe au nom tout aussi peu harmonieux, Barry Weimeller, composé principalement d'entreprises manufacturières rachetées à un rythme soutenu au fil des années. La plupart d'entre elles étaient en difficulté lors de leur acquisition. Leurs finances étaient fragiles, et leur culture parfois encore pire. Essen Sandiacre était l'acquisition la plus récente. D'autres PDG auraient sans doute amené avec eux une équipe de consultants et une nouvelle stratégie. Ils auraient dit à tout le monde quoi faire pour ramener l'entreprise dans le vert. Chapman était arrivé avec un bagage tout différent, une volonté d'écoute. Comme dans toutes les entreprises qu'il rachète, il a commencé par s'asseoir pour écouter ce que les salariés avaient à lui dire. Ron Campbell, 27 ans de maison, rentrait de Porto Rico où, pendant 3 mois, il avait installé dans l'usine d'un client des équipements industriels fournis par Hassan Sandiacre. Assis dans une pièce avec Chapman, il hésitait à décrire sa vie dans l'entreprise. Avant tout, commença-t-il, si je dis la vérité, est-ce que j'aurai encore mon emploi demain? Chapman sourit. Si vous avez des problèmes demain à cause de ce que vous dites aujourd'hui, téléphonez-moi. Alors Campbell se mit à parler vrai. Eh bien, monsieur Chapman, commença-t-il, on dirait que vous me faites beaucoup plus confiance que vous ne pouvez pas me voir que quand je suis assis ici. Au loin, chez le client, j'avais bien plus de liberté qu'ici. Dès que j'entre dans l'usine, c'est comme si ma liberté disparaissait. C'est comme si quelqu'un me tenait en laisse. Je dois pointer quand j'arrive, puis quand je m'en vais déjeuner, puis quand je reviens, puis en fin de journée. Je n'ai pas besoin de faire ça à Porto Rico. Chapman n'avait rien entendu de tel dans cette autre usine. J'entre par la même porte que les ingénieurs, les comptables et tous ceux qui travaillent dans les bureaux, continua Campbell. Il tourne à gauche pour rejoindre les bureaux. Moi je vais tout droit vers l'atelier, et on nous traite tout différemment. Vous leur faites confiance? Ils peuvent choisir le moment d'aller boire un verre d'eau ou un café, ou de faire une pause. Moi je dois attendre la sonnerie. D'autres pensaient de même. On aurait dit qu'il y avait 2 entreprises différentes. Quels que fussent leurs efforts, ceux qui côtoyaient les machines avaient l'impression que, du simple fait qu'ils se trouvent dans l'atelier, au lieu d'être assis derrière un bureau, la société ne leur faisait pas confiance. Si un administratif avait besoin d'appeler chez lui pour avertir ses enfants qu'il entrerait tard, il décrochait simplement le téléphone. Un ouvrier de l'atelier devait demander l'autorisation d'utiliser la cabine téléphonique payante. Quand Campbell eut fini, Chapman se tourna vers le chef du personnel et lui demanda de retirer les pointeuses, ainsi que les sonneries, sans grande proclamation et sans rien réclamer en échange aux salariés. Il avait décidé que les choses seraient désormais différentes. Et ce ne fut que le commencement. On allait injecter de l'empathie dans l'entreprise, et la confiance deviendrait la norme. Chapman préférait voir tous ses collaborateurs comme des humains, et non comme des ouvriers ou des employés de bureau. Il apporta d'autres changements, ainsi que tout soit traité de la même manière. Les pièces mécaniques de rechange avaient toujours été enfermées dans une cage bouclée à clé. Si un ouvrier avait besoin d'une pièce, il devait faire la queue devant la cage et s'adresser à un magasinier. Les ouvriers n'avaient pas le droit de pénétrer dans la cage eux-mêmes. La direction cherchait ainsi à se protéger contre les vols. Peut-être efficace contre la fauche, ces pratiques rappelaient puissamment aux salariés que la direction ne leur faisait pas confiance. Chapman ordonna de supprimer les verrous, d'enlever les grillages
et de permettre à n'importe quel salarié de pénétrer dans la zone pour y chercher toute pièce ou outil dont il pensait avoir besoin. Chapman élimina les cabines téléphoniques payantes et mit les téléphones de la société à la disposition de tous, à tout moment. Pas besoin de pièces de monnaie, pas besoin d'autorisation. Tous les salariés auraient le droit de franchir toutes les portes et de visiter toute partie de l'entreprise chaque fois qu'ils le voudraient. Tous seraient traités de la même manière qu'ils travaillent dans un bureau ou à l'atelier. Telle serait la nouvelle norme. Chapman avait compris que pour obtenir la confiance des salariés, le dirigeant d'une organisation doit d'abord les traiter comme des personnes. Pour qu'on lui fasse confiance, il doit faire confiance. Chapman ne croyait pas que le simple fait d'avoir suivi des études ou de savoir compter rendait quelqu'un plus digne de confiance qu'un travailleur manuel nanti d'un simple CAP. Il pensait que les gens étaient foncièrement bons, et il allait les traiter comme tels. En peu de temps, l'ambiance de l'entreprise devint davantage celle d'une famille. Le simple changement de leur cadre de travail amena les gens à se comporter différemment les uns envers les autres. Ils découvrirent un sentiment d'appartenance qui leur permit de se détendre, de se sentir qu'on se préoccupait d'eux. Cette ambiance attentionnée les conduisit à s'engager pleinement de cœur et d'esprit, comme Chapman aime à le dire, et l'organisation se mit à prospérer. Un salarié du département peinture traversait une crise personnelle. Sa femme, diabétique, allait perdre une jambe. Il aurait eu besoin de temps pour l'assister, mais en tant que salarié payé à l'heure, il ne pouvait pas se permettre de perdre son revenu. Il n'avait pas les moyens de ne pas travailler. Mais l'entreprise avait changé. Sans y être invité, ses collègues eurent vite échafaudé un plan, lui transférer ses propres congés payés afin qu'il puisse s'absenter davantage. On n'avait jamais rien vu de tel en entreprise. C'était d'ailleurs une infraction manifeste à ces règles officielles. Mais peu importait. Nous pensons davantage aux autres, explique Merck. Et ainsi fut fait avec l'aide du personnel administratif. Je n'avais jamais imaginé qu'on puisse aimer son boulot, dit Campbell. Quand les gens ont confiance en vous, vous travaillez mieux pour mériter ou conserver cette confiance. Depuis plus de 10 ans que les grillages ont été enlevés, les vols ont été rarissimes. Et en cas de problème personnel, chacun sait que les dirigeants d'entreprise et ses collègues sont à ses côtés. Mais les salariés ne sont pas seulement devenus plus enclins à s'aider mutuellement. Ils veillent aussi mieux sur leurs machines. Cela signifie moins de pannes et moins de temps d'arrêt, et donc une meilleure maîtrise des dépenses. Leurs changements n'ont pas seulement été bons pour le personnel, ils ont aussi été favorables à l'entreprise. Depuis l'arrivée de Chapman aux commandes, Essen Sandiacre a vu ses revenus passer de 55 millions de dollars à 95 millions, par croissance interne et par acquisition. La croissance s'est faite dans le moindre endettement et sans l'aide d'une réorganisation préconisée par des consultants. La société a grandi grâce aux gens qui y travaillaient déjà. Leur motivation envers elle a été ravivée et ne résulte ni de menaces ni de promesses de primes. Ils sont davantage motivés par ce qu'ils veulent bien l'être. Une nouvelle culture attentionnée permet l'épanouissement des hommes et des stratégies. Voilà ce qui se passe quand les dirigeants d'une organisation écoutent les gens qu'ils emploient, sans coercition, sans contrainte et sans effort. Les gens collaborent naturellement pour s'aider mutuellement et faire progresser l'entreprise. Le travail avec un sentiment d'obligation fait place au travail avec un sentiment de fierté. Et au lieu d'aller au travail pour l'entreprise, on y va les uns pour les autres. Les lieux de travail n'est plus un endroit qu'on redoute, c'est un endroit où l'on se sent valorisé.